Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Histoire et Islam, Aïssa Meït Yahya. Introduction. Toutes ces considérations sur une telle discipline nous montrent qu'elle peut avoir d'importantes incidences si la politique qui en découle est partiale et en plus d'être partielle. Cela nous fait comprendre que l'histoire est une science aisément politisable entre guillemets, et la raison pour laquelle certains intellectuels passés ou contemporains s'en sont toujours méfiés. Critique très bien formulée par le philosophe français Paul Valéry qui concluait finalement que, ouvrez les guillemets, l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie intellectuelle ait élaboré. L'histoire justifie ce que l'on veut, n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient des exemples de tout et donne des exemples de tout. Fermez les guillemets. Nous ne partageons évidemment pas cet avis, même s'il est parfaitement compréhensible puisque nous avons montré précédemment combien il était facile de manipuler l'histoire. Pour nous, l'avis de Nietzsche est beaucoup plus proche de ce que tout individu objectif se doit de penser quant à l'histoire. Deux points, ouvrez les guillemets. La question de savoir jusqu'à quel point la vie a besoin des services de l'histoire, c'est là un des problèmes les plus élevés, car il s'agit de la santé d'un homme, d'un peuple, d'une civilisation, fermez les guillemets. Note de bas de page. Nietzsche Friedrich, seconde considération intempestive de l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie. Flammarion, 1998, page 86. Retour au texte. Cette interrogation générale sur la place actuelle de l'histoire nous a aussi permis de démontrer, de manière très sommaire, sa centralité dans la question de l'identité et des origines, notamment pour le musulman socialisé dans un pays étranger à l'islam. Nous aurions pu détailler davantage notre propos et montrer finalement comment, à l'heure actuelle, le système français est lui-même tiraillé entre la volonté de préserver son enseignement traditionnel en histoire-géographie, lointain héritage de Michelet, entre parenthèses, et la volonté de s'ouvrir, entre guillemets, vers d'autres perspectives, en prenant en compte le nouveau visage, entre guillemets, de la France et les nouvelles exigences de la mondialisation. Nous aurions pu ici écrire un essai condensé, mais révélateur sur l'histoire et la nature de la relation France-Islam, à l'époque moderne ou depuis bien avant. Ou alors nous aurions pu essayer d'écrire un livre d'histoire générale sur l'islam et les musulmans, dans une perspective totalement islamique, pour que tous puissent se réapproprier les tenants et les aboutissants de cette histoire, et afin de faire émerger une conscience musulmane commune, base préalable à la réflexion sur la situation actuelle des musulmans d'Occident. Au lieu de cela, et de manière préalable à toute étude historique, il s'agira ici de nous demander ce qu'est l'histoire en tant que matière et discipline à travers les sources de l'islam elle-même. Selon nous, le musulman doit en amont apprendre à comprendre l'esprit historique issu de la civilisation avant même de pouvoir prétendre maîtriser sa propre histoire en tant que sujet d'étude. Comprendre comment le Coran et la Sunna ont posé les bases méthodologiques de cette discipline est donc primordial. De même que comprendre comment les compagnons, les savants, les personnages illustres des générations suivantes, les penseurs et intellectuels arabo-musulmans ont médité, compris et appliqué ces bases, tout en les élargissant ou en les précisant par des efforts de réflexion pertinents et perspicaces. Il s'agit donc de se réapproprier une discipline fondamentale dont l'Occident a imposé la méthodologie, faisant absolument sienne l'expertise scientifique et récoltant le mérite d'avoir extirpé l'histoire du genre littéraire. Et c'est à ce titre que dès le XIXe siècle, l'Occident triomphant s'est arrogé le droit d'écrire l'histoire des autres et même le comble, entre parenthèses, de leur enseigner leur propre histoire en profitant de sa domination. Note de bas de page. Et cela est le moins pire des mots, car parfois cet Occident, quand il prend le masque de l'arrogance sarkozyste, s'arroge même le droit de dire qui est entré dans l'histoire et qui vit en marge d'elle, quand qui en possède une et qui n'en possède pas.
entre parenthèses, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Discours de Dakar, juillet 2005. Retour au texte. Le but est de développer chez nos lecteurs musulmans un esprit d'indépendance en se basant justement sur une science qui a été honorée et sublimée avec l'émergence de la civilisation musulmane, une science islamique autonome qui ne doit donc rien aux autres civilisations. Il s'agira aussi de démontrer aux croyants que la religion musulmane impose l'acquisition d'une culture historique minimale et obligatoire pour tous, et beaucoup plus encore pour certaines catégories d'individus. L'étude de l'approche disciplinaire et méthodologique de l'histoire à travers le prisme de l'islam permet de comprendre toute l'originalité de cette civilisation en tant que culture et mode de pensée différents de ceux de la civilisation occidentale. Contredisant en cela la vision mondialiste humanisante à souhait qui cherche à s'imposer en voulant gommer toute spécificité ou à réduire à l'état de folklore local afin qu'elle ne dérange pas l'établissement de son ordre politique et social global. Le genre historique chez les Arabes avant l'islam. À proprement parler, dans la société arabe pré-islamique, entre parenthèses Jahiliya, Il serait, il serait très anachronique de parler d'histoire au sens où nous le comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire une discipline autonome clairement délimitée qui implique une rigueur méthodologique et une approche scientifique dans l'étude, l'écrit, la compilation et l'interprétation des faits, des hommes, de leur société et des événements passés, comme elles pouvaient exister chez les anciens Égyptiens, les Grecs, les Romains ou les Perses. Note de bas de page. L'histoire était déjà écrite par des auteurs plus ou moins spécialisés dans son écriture. Retour au texte. Pourtant, les habitants de la péninsule arabique, qu'ils soient éleveurs nomades et semi-nomades ou commerçants sédentaires, comme la tribu des Koraïch de la Mecque, entre parenthèses, ne constituaient absolument pas une société sans histoire. Paradoxalement, elle cultivait même la mémoire du passé, des ancêtres, des faits et des événements, selon des genres proto-historiques si diversifiés qu'ils eurent des répercussions futures importantes dans la codification de la discipline histoire, ainsi que d'autres sciences en islam. Ce sont ces différents genres, aussi disparates qu'interdépendants, qui seront restructurés avec méthode avec l'avènement de l'islam pour créer sa propre science historique. Quels sont ces différents styles? Les Arabes maniaient une langue qui, selon eux-mêmes, était spécialement faite pour la versification et la récitation. Il est donc normal que le premier genre de l'histoire prenne la voie de l'oralité. Deux points, ouvrez les guillemets. Les tribus arabes racontaient leurs journées historiques, leurs guerres, leurs victoires, pour se glorifier d'honneur et de mérite devant les autres tribus, en une poésie ou en une prose avec quelques versifications. Il n'y avait pas un seul rapport entre poésie et prose dans les Akbar, mais dans les deux cas, c'est la poésie qui mémorise le récit, le transmet et le diffuse. Fermez les guillemets. Note de bas de page, Hussein Nadir, Nashhatout Tadwin, Ind al-Arab, les jours des Arabes, si je comprends bien. Retour au texte. Ces journées historiques des Arabes, voilà, ou Aïm al-Arab, Aïm al-Arab, que les Arabes gardaient en mémoire étaient des faits héroïques, actions ou exploits individuels ou collectifs réalisés lors des guerres tribales, d'expéditions ou de razzias, mais aussi pendant les célèbres courses de chevaux et autres prestigieux concours de poésie remportés par les personnalités de tel clan ou telle tribu lors des grandes foires commerçantes dans les périodes de paix, dans lesquelles trêves et neutralité étaient de rigueur. Dès lors, rien de mieux pour garder facilement en mémoire ces événements de génération en génération que de les mettre en poésie. Cette caractéristique n'était pas propre aux Arabes. On raconte partout le même procédé de la Scandinavie jusqu'en Asie, à tel point que pour beaucoup de spécialistes de la science historique, les premiers historiens en ce sens furent probablement des poètes, entre guillemets. Note de bas de page.
Georges Lefebvre, La naissance de l'histoire moderne, Flammarion 1971, page 17. Retour au texte. Cela même si Abu Zakaria Yahya al-Tabrizi, note de bas de page, l'imam al-Dahabi, dans son siyar, nomme Abu Zakaria Imam al-Lugha. Il a étudié l'art de l'arabe chez les nombreux érudits, jusqu'à devenir un maître renommé de la prose et des sciences de la langue. Retour au texte. Donc même si Abu Zakaria Yahya Tabrizi rapporte que le célèbre compagnon et cousin du prophète Abdullah ibn Abbas, grand exégète du Coran, aurait dit, deux points ouvrez les guillemets, si vous n'arrivez pas à expliquer un verset du Coran, demandez l'aide de la poésie, parce que c'est le registre des Arabes et de leurs affiliés. Les Arabes, quand leur mémoire et leur intelligence sont concernés, sont supérieurs aux autres races, car ils ont mémorisé leurs actions passées. Note de bas de page, rapportée par un des maîtres de la poésie arabe, le célèbre Abu Tammam, dans son Al-Hamaza. Retour au texte. Or, le genre de la poésie ayant une place extrêmement privilégiée dans la société arabe, l'histoire ne fera que s'en nourrir jusqu'à atteindre sa période de maturité à l'avènement de l'islam, pour se détacher définitivement de la poésie. L'oral est donc à ce moment encore supérieur à l'écrit. Le grand historien arabe Izz ad-Din ibn al-Athir expliquait lui aussi que les Arabes, malgré qu'ils ignoraient l'écriture et la manière de rectifier un livre, dirigeaient toute leur attention vers l'histoire et ils lui donnaient la première place dans l'apprentissage. Ils énumèrent les lignes avant les chapitres, tout cela par l'attention qu'ils apportent au récit de leurs prédécesseurs et au jour de leur gloire. Akhabar Hayam. Ces Hayam al-Arab, qui serviront de base à la littérature historique islamique, ont été agencés, pour les plus anciens, dès le 5e siècle. À l'origine, ces chroniques étaient individuelles, mais ce n'est qu'à une date récente, début de l'ère islamique, entre parenthèses, qu'elles ont vraiment commencé à être assemblées et réparties dans les cycles, entre guillemets. Parmi les plus célèbres dans la littérature pré-islamique, il y a le cycle de la guerre des Habs et des Durbiyan. Les autres cycles nous sont connus à partir de la mise à l'écrit, Tadwin, de ces récits oraux, très souvent des odes, des élégies et autres styles poétiques, entre parenthèses, par des philologues arabes dès le 8e siècle. L'un d'entre eux, Abu Ubaida ibn Muammar Muntana, est connu pour en avoir fait une compilation à partir de 1200 œuvres. Note de bas de page. Introduction al-Kamil. Érudit arabe, spécialiste renommé de la grammaire et de la langue. Environ 300 de ces hayam al-arab sont connus, mais parfois seulement par leur titre. Chaque jour en particulier, Yom avait son propre nom. Par exemple, Yom al-Ubar, la journée de la source de Ubag. Yom Buhath pour la journée de Buhath, qui a opposé les célèbres tribus des Haus et les Khazraj à Yatrib, future Médine, entre parenthèses, à l'époque pré-islamique. Ces hayams sont habituellement nommés en fonction du lieu ou d'un élément naturel relatif à la zone où les combats ou les escarmouches avaient lieu. Note de bas de page. D'ailleurs, le messager d'Allah dans sa jeunesse avait participé à la guerre tribale que l'on nomme Yom al-Fijar, soit le jour de la profanation, car elle avait eu lieu lors des mois sacrés. Ces combats opposèrent des Qais Ilan et des Kinana, alliés aux Quraysh. De plus, le Coran lui-même semble reprendre cette particularité de nommer les combats par le jour ou le lieu de leur déroulement.
Deux points, ouvrez les guillemets. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, Yawman Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. Sourate 9, verset 25. Wa'ala wa'alam. Wa'ala wa'alam. Wa'alam. Retour au texte. Retenons finalement que le style et la forme de la littérature des Hayyam a influencé la forme et le caractère de l'historiographie arabe et est devenu un élément indispensable dans le genre de la littérature historique arabe. Note de bas de page. Al-Hassan Mahmoud ibn al-Hathir, an Arab historian. An Arab historian, Northern Book Center, 2005, page 5. Retour au texte. Au-delà du récit de séjours mémorables, souvent spécifiques à chaque famille, clan, tribu ou groupe tribal, il existait de manière plus globale un récit du passé lointain. Ahadith madha, entre parenthèses, souvent commun et connu de tous les habitants de la péninsule arabique. Ces récits pouvaient concerner des événements historiques très importants, qu'ils soient politiques, invasion éthiopienne du Yémen, entre parenthèses, ou climatiques, inondations après la rupture du barrage de Ma'arib au Yémen, entre parenthèses. Il pouvait y avoir parmi ces récits des histoires légendaires ou mythiques appartenant au folklore et à la tradition bédouine. Et finalement, ces récits comportaient aussi des informations sur les origines des Arabes eux-mêmes. Ahadith al-Arab wa Ansabuha, entre parenthèses. Cette quête des origines était l'une des préoccupations de la société arabe et elle entraîna le développement d'un autre genre historique particulièrement développé chez les Arabes. Deux points, la généalogie, Ansab. La première des généalogies sur laquelle les Arabes de la Jahiliya se sont penchés est celle qui est commune à tous les Arabes, comme nous l'avons rappelé. Cette science de la généalogie historique, entre guillemets, a fait émerger un consensus parmi les premiers généalogistes de la Jahiliya. Il faisait la distinction entre trois sortes d'arabité. Deux points, les premiers Arabes ou Arabes disparus, Barida, les peuples Tassam, Jadis, Imelak, Ad et Thamud, les Arabes de souche pure, Ariba, essentiellement le peuple des Kahtan, les Arabes métissés, Mustariba, les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham l'Irakien et de Bint Madad de la tribu des Jorum. Note de bas de page. Adhal Habib du Cheikh Abu Bakr Jabar al-Jazairi. Il y a néanmoins des divergences sur cette classification. Ibn Kathir ne divise les Arabes qu'en deux catégories, Arab Ariba et Arab Mustariba. Alors que pour l'imam Bukhari, comme pour Ibn Ishaq, tous les Arabes sont des descendants d'Ismaïl. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son Fath al-Bari, adopte lui aussi la triple classification que nous avons apportée. En retour au texte. Or, encore une fois, la poésie, en prose ou en vers, servait à conserver ces récits du passé et ceux qui rappelaient les généalogies. L'imam Suyuti rapportait dans ce sens que, de point ouvrez les guillemets, Ibn Faris a dit la poésie est le registre des Arabes qui ont conservé leur généalogie, des actes passés. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Al-Muzir fi ulum al-lughra wa anwa'iha de l'imam Suyuti, ouvrage sur les spécificités de la langue arabe et de ses sciences, étymologie, unanimité et divergence sur les questions linguistiques, définition et limites. Retour au texte. Au-delà des Arabes, ces récits du passé et les généalogies des grandes lignées, rois et nobles, pouvaient avoir aussi pour sujet des non-arabes, comme ce fut le cas pour les Perses. Akhbar al-Furs wa Ansabuha. Tout ce genre de littérature historique, poétique,
se développa considérablement à l'époque pré-islamique, et beaucoup de ces récits rappelaient des faits importants dans l'histoire de la péninsule arabique, tels les grandes migrations tribales, la fondation de la Mecque et les abondants récits du royaume du Yémen, qui seront présents pour certains d'entre eux dans le Coran. De point le livre Miracle d'Allah, qui, par sa prose versifiée, rappelle ces thèmes historiques en défiant ainsi les Arabes polythéistes de la Jahiliya sur leur propre terrain.